Votre plaisir coupable? Ah, les bredele en tant qu'Alsacien. J'ai une excuse. Bredele ou bredela? Bredela. Bredela. Schwobe bredele, Anis bredele. Bonsoir, mon invité aujourd'hui n'est pas mosellan, il est alsacien, il a 64 ans, passionné de musique, il est titulaire entre autres du certificat d'aptitude de professeur de musique ancienne et de directeur. Après de longues années à la tête notamment de l'établissement de Bourg-en-Bresse dans l'Ain, il est nommé en 2016 directeur du conservatoire à rayonnement régional de l'Eurométropole de Metz. Nicolas Strosser, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à vous de m'inviter. Directeur donc à Metz depuis octobre 2016 environ. Oui. On ne voit pas les années passées. Hein. 7e année, vous avez raison, ça file. J'ai l'impression déjà d'être à la fin de cette année puisqu'on est en pleine préparation de l'année scolaire suivante, 23-24. Ça va très vite. Quel bilan vous faites de ces 5 premières années? Effectivement, un bilan qui est satisfaisant et qui a permis de montrer que le travail collectif permet de faire valoir un établissement qui est un bel équipement dont l'Eurométropole de Metz est, je crois, fière, porté par les élus qui le défendent et qui le soutiennent. Et puis peut-être un bilan très positif en termes aussi de partenariat avec les autres institutions culturelles de la ville de Metz. Metz, c'est une ville très riche sur le plan culturel et on s'est inscrit dans un réseau d'établissements avec lesquels on collabore très bien. Vous êtes là où vous vouliez être au début, aujourd'hui, en termes de compétences, de savoir-faire, de partenariat, comme vous l'évoquez? Oui, vous avez raison, parce que c'est vrai qu'être à la tête d'un établissement, c'est justement être sur des enjeux multiples. C'est intéressant de définir ce qu'est un conservatoire. Je dis souvent qu'un conservatoire, c'est à la fois une école maternelle, une école primaire, un collège, un lycée et déjà l'enseignement supérieur. On compte à peu près 1600 élèves qui se répartissent donc sur une tranche d'âge qui va de 4 ans pour les plus jeunes jusqu'à 20, 21, 22, 23, 24 ans pour ceux qui sont dans un profil d'études. Et Metz se caractérise aussi par le fait qu'il accueille dans une certaine mesure un certain nombre d'adultes qui souhaitent renouer avec une pratique artistique et c'est une fort bonne chose. Ce poste, il vous anime toujours autant aujourd'hui? Oui, passionné, avec d'ailleurs l'idée de poursuivre encore le temps qu'il faudra parce que je n'ai pas envie de baisser les bras, au contraire. Alors, un des grands axes sur lesquels vous travaillez particulièrement, ce sont les horaires aménagés pour permettre à tous les écoliers, collégiens ou lycéens de trouver du temps dans leur emploi du temps scolaire pour pratiquer la musique, la danse ou encore le théâtre. Pour ça, il faut s'inscrire. On a jusqu'au 5 mars. Exactement. Exact. Vous êtes bien renseigné. 5 mars, c'est vraiment la deadline et c'est vrai qu'on fait des inscriptions très anticipées. Alors, les horaires aménagés, c'est quoi? C'est une possibilité offerte aux enfants, aux collégiens et aux lycéens de finalement pouvoir bénéficier d'un enseignement de très grande qualité délivré par le conservatoire. Dont peu importe l'établissement dans lequel on se trouve. Voilà, justement, je vais y venir, mais surtout de profiter donc des enseignements en temps scolaire. Alors, les établissements concernés, c'est l'école de Bussy, c'est le collège Taison, l'ensemble La Miséricorde pour le primaire et le collège et le lycée, et le lycée Faber, avec notamment cette filière technologique très particulière qui conduit au bac S2 TMD, sciences et techniques de la musique, du théâtre et de la danse. Et on compte quasiment 20% de nos effectifs sont dans un de ces dispositifs d'horaire aménagé. Est-ce que selon vous, la musique a la place qu'elle mérite dans l'emploi du temps scolaire? Est-ce qu'elle mériterait plus de place? Dans l'enseignement général, par rapport à d'autres pays, on n'est pas si mal loti que ça, puisque c'est un enseignement obligatoire en primaire et en collège jusqu'en 3e. Donc il y a des professeurs d'éducation musicale et de chant choral qui font un formidable travail. Les professeurs des écoles aussi travaillent bien évidemment cette matière-là, souvent en lien d'ailleurs avec les musiciens intervenants. On a dans notre équipe des musiciens intervenants qui travaillent en lien avec les écoles donc, du territoire pour conforter. La musique, effectivement, est une science aussi, pleine d'émotions, mais permet d'acquérir des notions importantes. Et donc, c'est pour ça qu'elle fait partie de l'enseignement scolaire. Ce dispositif d'horaire aménagé, c'est aussi un vecteur d'égalité en termes d'accès? Oui, et pour une raison importante, c'est que la scolarité est gratuite pour les élèves qui suivent ces enseignements. Donc, on attend de ces élèves-là, évidemment, qu'ils soient investis, motivés. On parle d'appétence, qu'ils fassent valoir ce désir d'apprendre un art, que ce soit la musique, la danse ou le théâtre. Et donc, ils sont les bienvenus. Il y a parfois besoin de faire un peu de sélection parce qu'on est victime de notre succès et les places sont un peu limitées. Mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à venir nous rencontrer. Puis, si on veut des informations, tout est sur le merveilleux site du conservatoire, le site internet. Et donc, les inscriptions jusqu'au 5 mars. En parlant d'égalité, j'en parlais. Un autre dispositif appelé Demos veut démocratiser la pratique musicale en orchestre. Vous pouvez nous rappeler dans les grandes lignes en quoi il consiste ce dispositif Demos? Oui, Demos, dispositif d'éducation musicale à vocation sociale. C'est vraiment ça l'acronyme. C'est un dispositif
dispositif qui a été mis en place par la Philharmonie de Paris en 2010 exactement, et donc c'est un projet qui s'est largement développé. L'idée est en fait de réinvestir le champ de l'apprentissage d'une pratique artistique et de se dire, un peu comme on le faisait dans les harmonies, et Dieu sait si elles sont vivaces encore dans nos territoires, les harmonies finalement, dans une harmonie, l'apprentissage se fait par la pratique collective. Il n'y a pas cette organisation qui est propre au conservatoire où on a un cours à caractère individuel. Les deux systèmes peuvent coexister, ont leurs avantages respectifs, et donc le dispositif Demos, c'est un dispositif qui a été mis en place à Metz avec la Philharmonie et l'Orchestre national de Metz. Le conservatoire n'était pas partie prenante du projet quand je suis arrivé. En 2017 pour la première session, donc 2017-2020, c'est des sessions de 3 ans. Et quand je suis arrivé, le conservatoire n'était pas partie prenante du projet, et j'ai tenu à ce qu'on puisse s'insérer dans ce dispositif pour permettre aux élèves qui souhaiteraient continuer de pouvoir venir au conservatoire. Et de fait, sur les 95 enfants qui étaient dans le dispositif Demos, 28 d'entre eux sont venus au conservatoire la première année, ont démarré leur cours en janvier 2020, vous savez ce qui s'est passé juste après. Et malgré cela, on en a encore aujourd'hui dans nos effectifs qui sont là et qui ont réintégré en quelque sorte le cursus traditionnel. Donc les résultats sont concluants aujourd'hui? Les résultats sont très concluants, et puis là on vient de finir avec un merveilleux aboutissement, puisque 2 de nos jeunes élèves ont eu l'immense privilège de pouvoir aller à la Philharmonie de Paris la semaine dernière, une semaine de stage dans le cadre d'un projet franco-allemand, rencontre évidemment avec des jeunes de leur âge qui venaient d'outre-Rhin, et puis surtout ils ont eu cette chance inouïe de jouer au Panthéon dimanche, et j'y étais pour les écouter, devant les ministres de la Culture, de l'Éducation des 2 pays, puisque c'était dans le cadre du traité de l'Élysée, le traité qui fêtait ses 60 ans, l'entente franco-allemande. Donc c'était un magnifique projet. Et des souvenirs inoubliables pour les enfants, et même pour moi-même. Je dois dire qu'on était très émus de voir ces enfants jouer sur scène devant ces personnalités, et puis faire sens à ce qui est le rapprochement des peuples. C'est aussi un moyen de désacraliser finalement le conservatoire, ce dispositif? Oui, c'est intéressant ce que vous évoquez là, parce que les conservatoires, en fait, on l'oublie, mais à 98% de leurs effectifs sont tournés vers la pratique amateur. Une pratique qui est là... On pourrait croire, de premier abord, que c'est un peu un milieu élitiste finalement. Oui, oui, bien sûr, mais parce qu'en fait, on confond élitisme et exigence. Et ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment insister. L'élitisme, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il faut défendre. En tout cas, l'exigence, j'y crois beaucoup. Et quel que soit le dispositif, je suis persuadé que les enseignants qui sont dans les dispositifs de type Demos sont aussi exigeants que les professeurs du conservatoire que j'ai le plaisir de diriger. Tout est question de projet, d'objectifs et de public, et d'attendre et de répondre aux attentes aussi du public, mais de les encourager à aller le plus loin possible. Donc oui, ces dispositifs-là participent d'une forme de démocratisation de l'accès. Mais le conservatoire est aussi très présent, notamment au travers d'une politique tarifaire, quotient familial, qui fait qu'un enfant qui souhaite commencer la musique au conservatoire peut démarrer avec un coût annuel de 130 €, ce qui n'est quand même pas énorme pour la qualité de l'enseignement et le nombre de cours qu'il va suivre. Et la musique est universelle, elle doit être accessible à tous. On aimerait qu'elle le soit, et donc le temps scolaire est aussi un temps qu'on cherche à privilégier au travers de ce qu'on appelle l'éducation artistique et culturelle. Et là, il y a des perspectives de développement pour le conservatoire qui sont énormes, pour les conservatoires qui sont énormes d'une manière générale. C'est quoi finalement le premier rôle d'un conservatoire? Être source de carrière professionnelle, bien sûr, accompagner les amateurs aussi? En fait, les missions sont définies de façon très précise par un certain nombre de textes. Donc, si on se réfère à ces missions, la première de ces missions, et j'aime à le rappeler, est une mission d'éducation qui est fondée sur l'enseignement spécialisé. Ce n'est pas une mission d'enseignement, c'est une mission d'éducation. Donc aussi de savoir-faire finalement, de savoir-être. Oui, et puis d'accès à la citoyenneté, d'accès à une pratique artistique, d'accès à l'écoute de l'autre, aux valeurs de tolérance. On est sur un champ des valeurs qui sont très très importants. Et vous avez raison, parallèlement à ça, il y a aussi une mission évidemment d'accompagner les élèves qui pensent pouvoir le faire le plus loin possible en vue d'une professionnalisation éventuelle, et à peu près 2% des effectifs des conservatoires s'orientent vers la professionnalisation dans les métiers de l'art, qui ne sont pas simplement les métiers d'interprète, mais qui peuvent aller très loin, et pourquoi pas travailler dans un studio de motel TV. Pour conclure cette partie, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de vous, de votre passage au conservatoire de Metz? Peut-être d'avoir réussi à mettre sur le même plan ces 3 objectifs, c'est-à-dire une mission d'enseignement spécialisé avec cette notion d'exigence qui est importante et qu'on doit à tous nos élèves, et évidemment plus particulièrement à ceux qui vont continuer sur le chemin de la professionnalisation, mais aussi cette entrée, ce qu'on appelle de l'éducation artistique et culturelle, où on est plus sur une sensibilisation, et là on a un rôle important à jouer, et la pratique amateur, le soutien à la pratique amateur, et le conservatoire est aussi très présent sur ce volet-là, en accueillant par exemple l'orchestre Pétensis dans ses locaux, et sans cela l'orchestre ne pourrait pas répéter. Nicolas Schrösser, merci. On passe à la suite. C'est l'heure de la pause café.
Première question, c'est la même pour tous mes invités. Votre café plutôt court ou long? Court et plusieurs fois dans la matinée. D'accord. Votre plaisir coupable? Ah, les bredele en tant qu'Alsacien. J'ai une excuse. Bredele ou bredela? Bredela. Bredela. Chauve bredele, anis bredele. Votre saison préférée? L'automne. Pourquoi l'automne alors? Les couleurs. Les couleurs et la fraîcheur. Votre plat coup de cœur? Mon plat coup de cœur, alors ce sera le baclof. Encore alsacien. On reste sur les racines. Votre instrument de prédilection? La flûte à bec qui est mon instrument, bien évidemment. La passion qui vous anime hors musique? La haute montagne et la pratique de la haute montagne. Et on aura encore l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Le livre qui vous a le plus marqué? Oui, ce livre de Philippe Labro qui est pas récent, qui s'appelle Le flûtiste invisible, dont j'aime beaucoup le titre parce qu'il réfère à une phrase d'Einstein qui disait en fait que tout est contrôlé par des forces sur lesquelles on n'a pas beaucoup prise. Et puis finalement, nous dansons tous, dit Einstein, au son d'une musique mystérieuse jouée à distance par un flûtiste invisible. Et je trouve que c'est une belle illustration de la transcendance. Et j'aime à penser que cette transcendance-là passe par la musique et par la flûte qui est mon instrument. Votre animal totem? Animal totem, j'aime beaucoup les serpents. Ah, c'est peu commun. Pourquoi le serpent Donc la couleuvre à collier peut-être. D'accord. Coup de cœur d'enfant, j'aimais attraper les couleuvres. Plutôt verre à moitié plein ou verre à moitié vide? Verre à moitié plein parce que c'est plus positif et comme disait, je crois Thérèse de Lisieux, ce qui compte c'est pas s'il est à moitié plein ou s'il est à moitié vide, ce qui compte c'est pas la taille du verre justement, disait-elle, mais c'était bien ça. La qualité indispensable pour être un bon professeur de musique? De l'empathie et de l'exigence. En tant que directeur, qu'est-ce qui vous met le plus en colère? La mauvaise foi. La réalisation dont vous êtes le plus fier? C'est toujours difficile de répondre à cette question parce que les réalisations sont collectives. Alors si c'est une réalisation qui me concerne personnellement et de façon un peu égoïste, je dirais que je suis très fier du blog que j'ai mis en place qui s'appelle indovea.org et qui semble répondre à une vraie attente de la profession. Un blog sur quoi exactement? Professionnel qui porte sur la veille, sur tout ce qui concerne l'enseignement artistique, veille juridique, mais aussi veille sur les formations et sur les évolutions des missions des établissements. La personne qui a eu le plus gros impact dans votre vie? Là aussi, réduire est difficile, mais évidemment, je pense à Michel Piguet, qui a été mon enseignant quand j'étais à la Musikhochschule de Bâle, qui m'a apporté énormément de choses. Et enfin, votre priorité absolue dans votre vie? Ne pas aller trop vite. Vous avez tendance parfois oui. à vouloir faire trop en trop peu de temps, c'est ça? Trop vite. Trop vite. On revient quelques minutes, on a fini sur cette partie, Nicolas Schrösser, sur votre parcours. Alors où est-ce que vous avez grandi exactement? J'ai grandi dans le territoire de Belfort, dans la ville de Belfort, où j'y ai fait tout mon parcours scolaire initial, avant d'aller après au lycée agricole de Besançon, à côté de Besançon, où j'ai démarré des études dans un lycée agricole pour faire ce qu'on appelait à l'époque un bac déprime, et qui n'avait rien de déprimant, au contraire, qui était très très enthousiasmant, parce que très axé aussi sur la pratique. Et puis ce qui m'a amené après à partir sur des études de biologie, parce qu'en fait, initialement, je voulais me tourner vers l'agronomie. Ce qui n'a rien à voir avec la musique, et pourquoi cette appétence alors pour la biologie? Rapport au serpent aussi, à la nature, j'adorais observer les oiseaux aussi, donc il y avait cet atavisme chez moi d'être très proche de la nature et d'avoir besoin de la nature pour me ressourcer. Donc finalement, je pensais qu'avec l'agronomie, je trouverais là un terrain tout à fait utile pour cela. Puis finalement, la musique qui était sous-jacente a toujours été présente, puisque quand on est musicien, on démarre généralement assez tôt et assez jeune. Et donc, il y a un moment donné où le virus de la musique a repris le dessus. Et puis, alors, c'est venu comment exactement? Par vos proches? L'apprentissage de la musique, je le dois à mes parents et à mon père particulièrement, qui était un musicien amateur avec lequel on pratiquait un peu dans l'esprit de la house music qu'on a beaucoup dans les pays germaniques. On jouait ensemble, frères et sœurs et mon père au piano, donc ça a incontestablement joué. Et puis après, ce sont des rencontres de professionnels, d'amis qui vous encouragent à tenter l'aventure. Et ensuite, donc, en ce qui concerne la musique, quelles études vous avez menées? Vous êtes parti en Suisse? Oui, je suis parti à la Schola Cantorum de Bâle, donc faire mes études là entre les années 81 et 84, exactement, ou 85. Pourquoi Bâle? Parce qu'à cette époque-là, la musique ancienne n'était pas enseignée dans les conservatoires. C'était une discipline qui n'existait pas encore, elle était pratiquée en dehors des conservatoires, c'était le grand renouveau de la musique ancienne. Et donc finalement, je fais partie de cette première génération qui après est venue développer l'enseignement de la musique ancienne dans les conservatoires de France.
Et notamment à Grenoble, vous avez ouvert un département, c'est ça? Exactement, à Grenoble, j'ai été recruté pour ouvrir un département de musique ancienne dans les locaux du conservatoire. Pour revenir sur votre passage en Suisse de 4 ans, si je ne me trompe pas, qu'est-ce que vous avez retenu de la Suisse finalement, culturellement, en termes de musique? Une vraie appétence pour la musique et une grande pratique musicale, c'est vrai. Et puis, en ce qui concerne l'enseignement, une polyvalence et un enseignement très riche. C'est-à-dire qu'à la différence de la France, ces pays développent aussi la polyvalence dans leur maquette pédagogique. Donc, j'avais des cours de clavecin, des cours de danse baroque, danse renaissance, des cours d'histoire de la musique, des cours de chant, en plus du cours d'instrument principal. Donc, c'est vrai que ça donne de beaux outils pour la suite. Directeur du conservatoire de Bourg-en-Bresse dans l'Ain pendant combien de temps? 12 ans? 9 ans. 9 ans, pardon. 9 ans, oui. Là aussi, quel retour vous faites sur cette expérience, sa première expérience en tant que directeur? En tant que tel, vraiment oui, parce qu'avant j'étais plutôt directeur adjoint ou coordinateur. Alors ce que je retiens de cette expérience, c'est une belle expérience qui a conduit à transférer un équipement qui était géré par la ville de Bourg à l'agglomération. Donc prendre en compte cette dimension de territoire et concerner tout un territoire par une pratique artistique. Donc ça, c'était un beau projet parce que ce sont des enjeux à la fois politiques, économiques, puisqu'il faut évidemment développer l'établissement, création de postes, et donc c'est des sujets où les directeurs ont beaucoup à faire. Et justement, quand est-ce que vous vous êtes dit, j'ai envie de passer du côté de là où les décisions sont prises? C'est venu assez naturellement dans les années fin 90, début 2000. J'ai toujours été intéressé par la coordination, l'action, la fédération d'énergie. Et donc je me suis dit qu'il y a un moment donné où le périmètre du département de musique ancienne, qui était déjà un périmètre dans lequel je travaillais de façon très transversale, n'était plus suffisant. Et je me suis frotté comme ça à d'autres réalités, en étant notamment directeur adjoint au Conservatoire d'Annecy, où j'ai appris mon métier là-bas en grande partie. Alors après de longues années en tant que directeur donc de conservatoire, notamment ici à Metz, qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer? Ce sont les caractères, peut-être des équipes? On est effectivement dans un métier qui a une part importante qui relève de ce qu'on appelle les ressources humaines. Et dans ressources humaines, il y a tout ce qui concerne la richesse humaine, mais aussi les limites. Donc oui, je dirais que pour quelqu'un qui veut se destiner à ce métier, il faut vraiment avoir conscience que le travail principal, c'est pas un travail artistique. Il est là, bien évidemment, mais c'est d'abord un travail de conduction d'équipe. Et donc donner une direction au sens géographique du terme, amener, susciter l'adhésion, et donc c'est pas toujours évident. Donc il faut être bien armé pour faire face à ce genre de situation. Justement, j'imagine que des fois il y a des moments de doute où on se pose des questions, est-ce que c'est la bonne manière ou non de faire? Comment vous gérez ces moments-là? Comment vous prenez du recul finalement? Très simplement avec une équipe de direction qui est évidemment importante pour le Conservatoire de Metz. J'ai la chance de travailler avec une directrice adjointe et une équipe de direction et un comité de direction qui est présent. Ça permet justement de temporiser, de déléguer aussi. Je crois beaucoup à la délégation. Et du coup d'être moins partie prenante toujours, de tout porter tout seul, ce n'est pas possible. Et personnellement ? Personnellement, je me ressource beaucoup dans le sport, notamment la montagne, la pratique de la montagne, plus que le sport d'ailleurs, parce que pour moi c'est vraiment une pratique qui peut être intensive, mais qui est vraiment de détachement. Et la transition est toute trouvée justement, parlons un peu de votre passion, donc la haute montagne, oui. C'est ça? Qu'est-ce que ça signifie précisément? Alpinisme, c'est-à-dire escalade et courses de neige ou de glace, donc c'est vrai que c'est des courses qui sont assez, mobilisantes. Et puis j'ai souvent l'habitude de dire en escalade que c'est l'un des rares endroits où je peux lâcher prise, parce qu'il ne faut pas que je lâche prise, exactement. Donc je lâche prise mentalement pour ne pas lâcher prise physiquement, parce que sinon c'est la chute. Et donc d'être dans des grandes parois verticales sur 300-400 mètres, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très très excitant finalement. Vous faites ça depuis quand? Oui, depuis l'âge de 14-15 ans j'ai commencé l'escalade. Ça se commence tôt aussi. Et alors, quels sont les monts qui vous ont le plus marqué? Alors, les endroits, peut-être dans les Alpes, beaucoup, mais aussi dans le Vercors, parce que comme on aime bien grimper en falaise, il y a aussi des falaises calcaires qui sont magnifiques dans ces endroits-là. Le mont Aiguille, bien évidemment, le Mont Blanc, fait plusieurs fois. Et puis, toutes ces courses habituelles du massif du Mont Blanc, autour de Chamonix, oui. Que ce soit l'Aiguille d'Argentière, la Nord-Est des Courtes, ou des choses comme ça, pour les gens qui connaissent. La prochaine échéance, il y en a une? Il y a un projet là qui arrive? Oui, j'ai la chance en fait d'avoir un ami guide avec lequel on vieillit ensemble, donc on reste un groupe très soudé. Et puis c'est avec ce guide que je suis parti aussi au Ladakh, comme ça, faire un sommet qui était à plus de 6000 mètres. Et les prochaines échéances, ce sera peut-être même en avril pour aller faire du ski de randonnée avec lui dans le massif de Beaufortin. Nicolas Strosser, on termine cette émission avec la dernière séquence, c'est l'heure de l'addition.
On clôt cette émission comme d'habitude avec un quiz qui tournera bien évidemment autour de la musique, vous vous en doutez. Est-ce que vous êtes prêts tout simplement? Donc 10 questions, à chaque fois il y a des propositions. Je crois que je n'ai pas le choix. Vous n'avez pas le choix, effectivement. Première question, quel air de Beethoven est repris par l'hymne européen? Sonatine, Rhapsodie espagnole, Clair de lune, Ode à la joie. Je suis sûr que vous l'aviez directement. Ode à la joie. Ode à la joie, voilà. Bonne réponse. Deuxième question, combien de touches compte un piano? Est-ce que vous l'avez comme ça? Je dirais pour un clavecin 56, un piano c'est plus. Alors je vous donne 3 propositions, 76, 88 ou 102. 88 88, bonne réponse. On est sur 2 sur 2. Troisième question, quel compositeur a créé le ballet du Lac des Cygnes? Vous l'avez directement? Oui. Tchaïkovski, non. Oui, Tchaïkovski, bonne réponse. Quatrième question, il existe en version baryton, alto, ténor, soprano, le trombone, le tuba ou le saxophone? Saxophone. Saxophone, bien évidemment. Un sans faute pour l'instant. Cinquième question, qui a composé la lettre à Élise? Ce cher Beethoven. Beethoven. Sixième question, il peut être diatonique ou chromatique? L'accordéon. L'harmonica. Ah, mais l'accordéon. L'accordéon aussi. Alors moi j'avais l'harmonica là. Oui. Mais d'accord, l'accordéon aussi. Diatonique, c'est-à-dire qu'on fait un son et un son, deux sons selon qu'on tire ou qu'on pousse. C'est le même principe que l'harmonica. D'ailleurs, c'est exactement le même principe. Septième question, à quel âge est mort Mozart? 34, non? Vous y êtes presque? 35 ans. 35 ans, bon. Allez, je vous l'accorde. Merci. Huitième question, quel instrument les immigrés italiens ont-ils apporté dans leur bagage et popularisé en France? Le violon? Non. L'accordéon, justement, vous en parliez. Ah bah oui. Neuvième question, que signifie le terme adagio? Cela vient, alors vous l'avez peut-être directement. Oui, en fait, adagio, ça veut dire à l'aise. Vraiment, c'est un terme qui caractérise à l'aise. Je ne sais pas ce que vous aviez vous comme réponse. À l'aise et lentement. Voilà. Mais c'est surtout le terme à l'aise. Ça vient de l'italien. Parce qu'à l'aise, c'est pas forcément une référence à un tempo. On peut être à l'aise assez rapidement. Et enfin, dernière question. Parmi les cuivres suivants, lequel ne comporte pas de piston? Le tuba, le cor, le trombone ou la trompette? Le tuba, le trombone. Bah, le trombone, bien évidemment. Le trombone, bonne réponse. Nicolas Chanceur, bravo, félicitations. Un dernier mot pour finir cette émission, peut-être les prochaines représentations qui arrivent pour le conservatoire? Oui, le conservatoire, vous avez raison de le souligner, est aussi très actif dans la diffusion. On a été au mois de janvier sur des communes de l'Eurométropole de Metz, pour la Chétive, Platteville, Saint-Privat-la-Montagne, Châtel. Donc ça c'est important aussi parce que ça donne l'occasion à nos élèves de se produire et d'animer les territoires de la métropole. Donc les prochains concerts seront à l'Arsenal. N'hésitez pas à nous suivre aussi, cette magnifique salle dans laquelle le conservatoire se produit. Et puis, le plus simple, c'est vraiment d'aller sur l'agenda du conservatoire, parce que ce sont des concerts gratuits. On y retrouve tout. Et on retrouve tout. Le site est vraiment magnifiquement suivi par une des personnes du conservatoire. Merci beaucoup, Nicolas Chanceur, d'avoir pris un peu de votre temps, encore une fois. Merci à vous. Et puis, merci à vous de chez vous de nous avoir suivis comme chaque mercredi. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité mosellan, ou en tout cas autour. Je vous souhaite une excellente soirée sur Moselle TV.